Quelles sont les erreurs les plus fréquentes que font les propriétaires de chiens et de chats au quotidien? Quels sont les signes qu'un animal ne va pas bien au-delà de la douleur physique? Selon vous, quels sont les indispensables pour voyager avec son animal de compagnie? Comment préparer un enfant à la perte de son animal? Quels sont les gestes de premier secours à connaître en cas d'accident? Bonjour, je suis Yesenia Alves Leiva, je suis vétérinaire spécialisée en fin de vie et je suis également accompagnante de deuil animalier. J'ai fondé Vet Eden, qui est le premier service en France entièrement dédié à la fin de vie. J'accompagne les animaux âgés ou les animaux malades pour les aider à maintenir une bonne qualité de vie jusqu'à leur décès. Et je suis un soutien pour les familles, pour les aider dans ces moments de vie qui sont à la fois difficiles mais très précieux. Aujourd'hui, je réponds à vos questions envoyées sur Instagram. Quelles sont les erreurs les plus fréquentes que font les propriétaires de chiens et de chats au quotidien? Eh bien, croire qu'ils ont les mêmes besoins que nous, et notamment en termes d'alimentation. On peut avoir tendance à vouloir nourrir son animal un petit peu comme nous, alors qu'en fait, ils n'ont pas du tout les mêmes besoins que nous. De ne pas prendre en charge correctement son hygiène bucco-dentaire. On a l'impression que brosser les dents de son animal, de son chien ou de son chat, eh bien, en fait, c'est secondaire, alors que c'est primordial. Avoir une bonne hygiène dentaire, c'est vraiment le reflet d'une bonne santé de votre animal. Consultez un vétérinaire seulement quand ça ne va pas. La médecine préventive est très importante. C'est-à-dire qu'on se déplace chez le vétérinaire pour justement vérifier que tout va bien, mais également pour prévenir certaines maladies et certaines affections. Dans ce cas, je conseille une visite au moins annuelle pour les jeunes et les adultes, en général, qui est en même temps que la vaccination. Et puis pour les animaux plus âgés, je conseille plutôt tous les 6 mois, donc 2 fois par an, d'aller vérifier. Ce qui permet aussi de pouvoir faire un bilan sanguin, même quand ça va, justement parce qu'il y a des pathologies qui sont silencieuses, qui s'installent de manière silencieuse. Et donc, le bilan sanguin, notamment, peut en détecter certaines de manière précoce pour ainsi les prendre en charge le plus tôt possible et espérer pouvoir les guérir. Faut-il vacciner un animal même s'il ne sort pas chaque année? Et quels sont les vaccins nécessaires? Le protocole vaccinal est à adapter en fonction de l'animal. Donc déjà en fonction de sa race, mais également en fonction de son âge et de son mode de vie. Donc il y a des vaccins qui sont dits essentiels, c'est-à-dire que ce sont ceux qui sont pour tous les animaux qu'ils sortent ou non, donc tous les chiens et les chats qui sortent ou non. Et on a en plus les vaccins optionnels qui sont pour ceux qui, par exemple, sortent énormément en forêt ou par exemple pour ceux qui vivent dans le sud de la France ou dans des zones qui sont plus à risque. Quels sont les signes qu'un animal ne va pas bien au-delà de la douleur physique? Le premier signe serait un changement de comportement. Il mange moins qu'avant, il boit plus qu'avant, il dort beaucoup plus aussi, ou les rituels ne sont plus les mêmes. Donc, un chat, par exemple, qui tous les matins vient vous voir pendant que vous prenez le café, il demande des caresses, il demande de la nourriture, enfin, il y a tous des rituels comme ça assez régulièrement, et que là, en fait, il n'y en a plus du tout, ou plus trop, ou en tout cas qu'ils ont été modifiés. Donc, en fait, le moindre changement subtil peut être un signe que votre animal ne va pas bien. Quels sont les signes d'un coup de chaleur chez un chien ou chez un chat? Alors, il est à noter que c'est principalement chez le chien qu'on a des coups de chaleur. Donc, c'est d'abord un allaitement excessif. Donc, ça veut dire un chien qui respire gueule ouverte avec la langue qui est sortie et qui respire très vite. On a également la langue qui devient, donc habituellement elle est rose assez souvent. Les muqueuses à l'intérieur aussi de la gueule sont roses. Et là, les muqueuses deviennent rouges, ou en tout cas roses très foncées. On peut avoir aussi une salivation excessive, donc un chien qui respire très vite, la langue à l'extérieur qui devient rouge et qui salive. Et après, dans un second temps, il commence à ressentir une très grande fatigue avec des pertes d'équilibre. Il peut y avoir aussi des vomissements, de la diarrhée. Et puis après, on atteint le stade, malheureusement, du coma. Selon vous, quels sont les indispensables pour voyager avec son animal de compagnie? La première chose à faire, c'est de se renseigner, si vous allez en dehors de la France, c'est de se renseigner auprès de l'ambassade du pays dans lequel vous allez aller pour savoir quelles sont les choses à faire, quelles sont les obligations à remplir pour pouvoir rentrer dans ce pays-là. Et ensuite, ce qu'il est important aussi, c'est de savoir s'il y a des obligations pour revenir en France en fonction du pays où vous êtes allé. Donc ça, c'est pareil, vous vous renseignez auprès de l'ambassade de France. À minima, ce qu'il faut, c'est la vaccination contre la rage et également un traitement antiparasitaire efficace. Il est à noter que si votre animal n'a pas été vacciné contre la rage et donc que ça sera sa première injection, elle ne sera que valable légalement après 21 jours. Donc ça veut dire qu'il faut s'y prendre au moins 21 jours avant le départ pour faire cette vaccination. Il faut aussi aller faire une consultation chez votre vétérinaire
24 à 48 heures avant le départ pour voir s'il est bien en bonne santé et s'il est apte à voyager. Conseil aussi, c'est de prendre tout son dossier médical. C'est-à-dire que vous prenez donc tout son historique. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez demander auprès de votre vétérinaire traitant qui vous l'envoie. De prendre avec vous s'il y a eu des examens complémentaires, donc des examens sanguins par exemple ou tout autre examen. De prendre avec vous son carnet de santé. Comme ça, vous mettez tout ça dans une petite pochette et s'il y a besoin là-bas, là où vous serez en vacances ou en voyage, si vous devez consulter un vétérinaire, eh bien au moins ce vétérinaire aura toutes les informations. Quels sont les gestes de premier secours à connaître en cas d'accident ? Alors, ce qu'il est impératif dès le départ, c'est de pouvoir sécuriser la zone où a eu lieu l'accident. Donc, justement, pour ne pas créer un nouvel accident. Ensuite, vous regardez ce qui se passe, vous essayez d'analyser la situation. Et si l'animal est réellement en détresse et que vous pouvez faire quelque chose, donc par exemple, il est en train de s'étouffer et que vous pouvez, parce qu'il a avalé quelque chose et que ce quelque chose, vous pouvez le retirer. Si par exemple, il est dans une position hyper inconfortable, que vous le déplaciez tout doucement dans une position où il puisse bien être et pouvoir bien respirer également. S'il y a une hémorragie, de pouvoir arrêter cette hémorragie. S'il y a une plaie, par exemple, une plaie importante, de pouvoir protéger cette plaie avec un linge propre. Et attention, évidemment, à la morsure, parce qu'un chat ou un chien qui a mal peut mordre. Et ça, c'est tout à fait normal. Mon chien est âgé, mais il a encore de l'énergie. Y a-t-il un âge à partir duquel il faut changer sa routine ? Alors non, il n'y a pas d'âge particulier dans lequel il faut changer sa routine. Et je dirais même qu'au contraire, il ne faudrait pas la changer tant que possible. On change éventuellement sa routine s'il y a une pathologie, s'il y a une affection qui fait qu'il n'est plus apte à pouvoir suivre sa routine. Par exemple, chez un chien qui est arthrosique, donc il y a des douleurs articulaires, si vous le sortiez habituellement 3 fois par jour avec des longues balades de 45 minutes, et que là, 45 minutes, c'est un peu long, qu'il a besoin seulement de 20 minutes de balade parce qu'après, il fatigue. Au lieu de faire les 3 balades, vous en faites par exemple 4 qui sont un peu moins longue, mais au moins il a son temps de balade quotidien qui est respecté. Comment bien gérer l'alimentation d'un animal qui vieillit ? Alors un animal qui vieillit a forcément ses besoins nutritionnels qui évoluent. Déjà parce que c'est dû à l'âge, mais également parce que ses goûts changent aussi et parce que par exemple sa digestion ralentit un peu. Ce qui est important de savoir, c'est que quand un animal vieillit, il a beaucoup plus de risques de tomber malade et donc c'est assez fréquent qu'un animal âgé ait une maladie, voire même plusieurs. Et justement, quand il y en a plusieurs, c'est délicat de savoir quelle alimentation donner, quelle pathologie prioriser. Si on a par exemple un chat qui a une insuffisance rénale chronique et en même temps il a un diabète, on ne sait pas trop s'il faut donner une alimentation pour son insuffisance rénale ou alors pour son diabète. Et dans ce cas-là, un vétérinaire nutritionniste va vous aider à pouvoir établir la ration qui sera parfaitement adaptée à votre animal. Pour les chats, il est préconisé de rajouter une alimentation humide parce qu'ils sont sujets aux maladies rénales et donc il faut qu'ils puissent bien s'hydrater. Et apporter de l'alimentation humide, ça permet au chat de pouvoir mieux s'hydrater. Comment savoir si mon animal est en fin de vie ou s'il est fatigué à cause de son âge ? Alors, lorsque votre animal vieillit, ses capacités vont forcément diminuer. Mais les capacités vont diminuer de manière progressive. Et elles ne vont pas altérer sa qualité de vie. C'est-à-dire que votre animal sera âgé, il sera un peu plus au ralenti, mais il aura toujours la joie de vivre, il aura toujours plein de plaisirs de vie, ses rituels ne vont pas changer et il va avoir une bonne vie. Donc ça, c'est ce qu'on appelle d'ailleurs le vieillissement sain. En revanche, si votre animal a ses capacités qui diminuent, mais qui altèrent sa qualité de vie, c'est-à-dire que ça le rend triste, ça veut dire qu'il peut plus faire ce qu'il pouvait faire avant, que ça altère votre relation avec lui. Si il maigrit, s'il mange moins bien, s'il dort beaucoup plus, s'il interagit moins avec vous, s'il devient irritable, voire même agressif. Et ça peut être aussi s'il a des troubles plus visibles, tels que des troubles digestifs, comme la diarrhée ou des vomissements. Donc là, on est dans un cas de figure où c'est plus un vieillissement sain, on parle de vieillissement pathologique. Là, il y a réellement des choses qui se passent et qui altèrent sa qualité de vie. Donc ça, il faut réellement les prendre en considération. Et si d'ailleurs on les laisse traîner comme ça va faire que s'empirer. Dans ces cas précis où la qualité de vie est altérée, où votre animal n'a plus la même vie qu'avant, il est possible qu'il soit justement, qu'il est en train d'atteindre sa fin de vie. Peut-on soulager un animal malade sans le faire hospitaliser ? Alors oui, c'est possible, mais tout dépend de la pathologie. Il y a des pathologies qui nécessitent absolument
une hospitalisation parce qu'il faut une perfusion, il faut pouvoir administrer les médicaments par voie intraveineuse et là, il faudra forcément une hospitalisation. Néanmoins, il est aussi possible de soulager à la maison par le biais, par exemple, de traitements par voie orale, par des massages aussi qui peuvent soulager. Mais en tout cas, il est possible. Vous pouvez aussi faire appel à un vétérinaire à domicile qui viendra s'il y a besoin de faire des injections ou alors s'il faut faire une perfusion sous-cutanée qui peut être nécessaire dans certains cas. À défaut de ne pas faire la perfusion intraveineuse, on peut soulager quand même avec une perfusion sous-cutanée. Mais ça, il faut que ce soit un vétérinaire qui puisse le faire. Comment préparer un enfant à la perte de son animal ? Préparer un enfant à la perte de son animal, c'est une très bonne occasion de lui offrir des outils pour pouvoir traverser les multiples deuils qu'il va avoir à traverser tout au long de sa vie. Ce qu'il est important, c'est de dire la vérité. Ne pas hésiter à l'inclure dans le processus, donc à lui dire tout ce qui va se passer, toutes les étapes, et de pouvoir l'inclure aussi dans les prises de décision. Évidemment, c'est vous qui avez le dernier mot, mais de lui demander ce que lui, il en pense. Vous pouvez lui demander de faire un dessin ou d'écrire une lettre à destination de son animal qui va mourir. Et ça va l'aider, lui, à pouvoir exprimer ce qu'il a envie, ce qu'il a au fond de lui. Lui laisser justement l'espace et le temps de pouvoir exprimer ses émotions et qu'il ne se sente pas réprimé dans ses émotions. Quels gestes simples peuvent vraiment améliorer le confort d'un animal en fin de vie ? Alors déjà, lui offrir un couchage confortable. Ce que je conseille, ce sont les matelas à mémoire de forme qui épousent parfaitement le corps de l'animal. Parce qu'en fait, quand il sera en fin de vie, un animal en fin de vie va beaucoup dormir. Il va beaucoup dormir et donc il faut que cet espace-là soit vraiment confortable. Si vous avez l'impression qu'il est souvent dans la même position et qu'il y reste plusieurs heures, vous pouvez aussi l'inciter à bouger de position pour ne pas qu'il y ait trop de pression au niveau des mêmes articulations parce que c'est ça qui va favoriser l'apparition d'escarres. Vous pouvez lui proposer de l'eau fraîche régulièrement. Un animal en fin de vie aura tendance à ne pas ressentir la soif et donc allez-vous vers lui pour lui proposer de l'eau. Respectez son consentement parce que là, en fin de vie, il aura changé. Il ne voudra pas forcément les mêmes interactions qu'avant. Parfois même, ils n'ont plus envie d'être touchés, plus envie d'être caressés. Et effectivement, c'est difficile, surtout si on avait un animal qui auparavant était très câlin. Là, il change, c'est difficile à accepter, mais ça veut dire qu'il n'en a pas envie, qu'il n'en a pas besoin, il n'en a plus besoin. Y a-t-il des alternatives naturelles ou douces pour accompagner mon animal sans trop de médicaments ? Alors oui, il est possible d'accompagner son animal avec des traitements plus doux. Par exemple, avec de la phytothérapie, qui est un traitement avec des plantes. Par exemple, avec des compléments alimentaires. On peut aussi faire de la physiothérapie. Donc c'est par exemple de l'hydrothérapie, donc le traitement par l'eau, par le laser aussi. Et il est important, et ça c'est un des traitements je pense le plus important, c'est de lui apporter de l'amour et de la présence. Et en fait, c'est vraiment important. Si un animal se sent aimé et si vous êtes présent pour lui, à lui apporter tout ce dont il a besoin et à lui apporter cette énergie que vous dégagez auprès de lui, eh bien ça va aussi l'aider à se sentir bien. Merci pour toutes ces questions. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les envoyer sur le compte Instagram Animalis. À bientôt et merci pour votre confiance.